Eh bien voilà, bonjour à tout le monde aussi maintenant de ma part. Peut-être pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant, vous avez un tout petit bonbon pour vous donner aussi une certaine appréciation de ce qui va se passer dans les livres aussi. Des extraits du livre ont été choisis par les auteurs. Et je crois ce qui est important de savoir, nous allons entendre maintenant un artiste aussi qui va nous lire ces extraits. Et peut-être après, on va poser la question, qu'est-ce qui vous a animé de choisir justement ces extraits-là? Et on va peut-être d'abord écouter et ensuite le demander le pourquoi. S'il vous plaît. Il se souvient qu'ils ont roulé durant 2 jours, sans jamais s'arrêter avant la nuit. L'air devenait toujours plus sec, les pistes plus poudreuses. Comme Louis, même désarçonné dans le cachot, refusait de s'agripper à la taille d'Ousmane. Il le tenait contre lui d'un bras. De temps à autre, sur les plats, il passait la main sur le visage de son frère pour le débarrasser de la poussière. Et parfois, comme il semblait endormi, inerte, posait sa main sur son cœur pour vérifier qu'il battait encore. Désormais, plus rien n'était sûr. Tout pouvait arriver sur cette planète inconnue où tous les repères familiers avaient soudain disparu, évaporés dans la lumière crue du désert. Personne n'empêcherait lui de mourir s'il était malade, empoisonné par la peur, à bout de force. Personne, pas même leur père, qui s'était liquéfié face à la mort et n'était plus qu'une flaque de merde honteuse, humiliée, terrassée par sa panique. Sur la moto, une main grippée à la poignée de la selle, l'autre à la poitrine de Louis. Il fermait les yeux et ne cessait de revoir la déchéance de son père, par laquelle son enfance, depuis des mois peu à peu effritée, déjà près de sa fin, s'était tout d'un coup volatilisée. Après le spectacle que son père avait donné, ne lui restait plus que l'inquiétude d'une solitude soudaine et vulnérable. Cela s'était passé pendant le simulacre d'exécution, après l'embourrement du 4x4, à genoux et tremblant, assourdi par le crépitement des rafales. Lui, ses frères et ses parents avaient eu du mal à se relever. Aussitôt, l'un de ses parents avait eu du mal à se relever. Aussitôt, l'un des hommes avait désigné le père en riant et prononçant des mots incompréhensibles. Les autres s'étaient approchés de lui, riant, se pinçant le nez, et il avait vu une tache brune sur le fond du pantalon de son père. Il s'était chié dessus comme un bébé, et cela sentait la merde. Les hommes lui avaient ordonné en anglais de retirer son pantalon, son caleçon, et d'aller laver tout ça et son cul dans une flaque d'eau. Son père, livide, les traits déformés par l'humiliation ou par le dérisoire effort de la dissimuler, s'était docilement exécuté devant sa femme en pleurs, gémissante, et ses enfants comme vitrifiés. Lui ne croyait plus en rien, mais les autres, s'était-il dit, devaient penser que c'était le diable qu'ils avaient enlevé et qu'ils se trouvaient en enfer. Mais ce n'était pas l'enfer. Ce désert plein de sable et d'étincelles au soleil, sec et minéral, avec des traînées dorées le long des ombres, des dunes ou des rochers entre lesquels les pistes se faufilaient, interminables et dépassant tous les horizons. Ce n'était pas l'enfer, c'était à l'infini une terre propre, inviolée, très pure, où quand, par moments, il avait la force de l'observer, il se sentait délivré de la souillure d'un père outragé. Au premier soir, ils se sont arrêtés à un village de huttes, apparemment désert, mais où étaient stockés des jerrycans d'eau et d'essence, des boîtes de thon et des galettes de pain sec. Il faisait déjà nuit. Il n'y avait que la lumière des phares des motos pour éclairer ce décor. Les hommes les ont séparés. Lui est resté avec Louis et Ousmane et n'a pas revu son père ce soir-là, caché dans l'ombre. Sa mère, qu'il ne voyait pas non plus, a demandé s'ils allaient bien. Lui s'est mis à pleurer et il l'a serré contre lui. Il a répondu que son frère allait bien, qu'il était juste fatigué, couvert de poussière et qu'il avait soif. On leur a donné de l'eau, du pain et une boîte de thon. Sur une natte en plastique, lui s'est endormi bien avant lui, qui s'est longtemps demandé qui pourrait bien les délivrer ici, au milieu de nulle part, de ces hommes armés et d'une nuée de moustiques. Les hommes les ont réveillés brutalement juste avant l'aube. Ils rêvaient d'un gros poisson dans la piscine des flamboyants,
Il lui a fallu de longues secondes pour se rappeler qu'il se trouvait en plein désert, prisonnier de terroristes à barbe et à turban. Il faisait froid. Ils n'ont eu droit qu'à une timbale d'eau. Les hommes ont fait leur prière et ils sont immédiatement repartis. Il se souvient que le deuxième soir, tout au bout d'une interminable journée de moto dans le désert, la nuit déjà tombée, il a aperçu de loin un feu. Le convoi se dirigeait vers lui. Jusqu'alors, il s'était demandé comment ses ravisseurs s'orientaient, sans la moindre hésitation, dans le vide immense d'étendues caillouteuses que bordaient au loin des dunes, parfois des massifs montagneux. Car il n'y avait plus de piste, il n'y avait plus rien. Seulement, désormais, ce feu lointain qui s'approchait dans la nuit alors que lui dormait, son corps inerte, bien enserré d'un bras contre lui. Une dizaine d'hommes armés les attendaient autour du feu. En descendant de moto, il s'est dit qu'il pourrait supporter un 3e jour de voyage. Il chancelait, il avait mal au cul et au dos, et le petit lui dans ses bras ne voulait pas se réveiller. Dans la lueur des flammes et des phares, des ombres s'agitaient. Ses parents et Clément non plus ne tenaient pas debout. On voyait aussi quelques arbustes, entre lesquels se dressaient des tentes. Mais au-delà, tout le désert était plongé dans la nuit. Et cette nuit cachait les alentours, dessinait la petite cellule obscure que les hommes semblaient leur préparer. Il a déposé lui sur le sable. Il dormait encore. Sa mère s'est approchée de lui, a caressé son front. Son père a demandé à boire et à manger. Et les hommes leur ont tendu 2 bouteilles d'eau. Pour manger, il faudrait attendre le jour. Il a bu, puis s'est allongé sur le sable. Il a pensé qu'il devrait être arrivé. Enfin! Il allait s'endormir quand il a vu les étoiles. Jamais il ne s'était trouvé sous un ciel de nuit si pur. L'ombre de cette nuit sans lune formait des murs tout autour du campement, mais la prison n'avait pas de toit. Juste avant qu'il ne s'endorme, apparut le sentiment que ces milliards d'étoiles scintillantes lui montraient le chemin par lequel il pourrait s'échapper. Monsieur Blautaire, ça vous fait quoi d'entendre justement quelqu'un d'autre lire ce texte ? Alors, ça me confirme que je suis un écrivain injustement méconnu. Non, je plaisante. C'est agréable de se faire entendre, lire par un comédien qui donne une certaine dimension à son texte, évidemment. Expliquez-nous quand même un tout petit peu pourquoi avoir choisi justement cet extrait-là. Alors cet extrait, effectivement, est important parce qu'il montre bien ce qui va se dérouler dans tout le reste du livre, parce que là, on est au début du livre. Et c'est une alternance ou presque une dialectique entre l'horreur et quelque chose de totalement inverse, qui est une certaine pureté, c'est le mot que j'emploie, la pureté du désert, qui va revenir très souvent dans le livre. C'est-à-dire qu'on va voir à quel point ce garçon, il a 14 ans, le jeune dont on parle, et à quel point il va être confronté à l'horreur et en même temps à l'inverse de l'horreur, c'est-à-dire à une espèce de terre vierge et pure qui va pour lui être un secours, mais plus qu'un secours, qui va être aussi pour lui une sorte de voyage au centre de lui-même, jusqu'à quelque chose qui ressemble à sa propre origine ou à l'origine de l'humain, puisque après vont arriver d'autres détails qui sont liés à ce côté, hors du temps. Ces paysages désertiques vont aussi l'amener dans une grotte décorée d'art rupestre, de gravure rupestre. Et là, il va se passer des choses un peu d'ordre spirituel entre lui et cette espèce de vie des hommes d'avant, des hommes d'il y a 10 000, 100 000 ans. Il va se passer quelque chose entre eux, et ça va être évidemment important dans son initiation.
On reviendra là-dessus aussi, sur cette question Ok. de recherche de la spiritualité. Juste rebondir encore sur l'explication. Avec le micro, moi. Juste rebondir sur l'explication qu'Alain vient de donner. Donc, il fait cette espèce de voyage au centre de lui-même, un voyage qui devient à un moment donné d'une importance vitale pour lui, parce qu'il a été confronté à l'horreur, mais plus que ça, il a été, comme vous l'avez dit récemment, il a été retourné par ses ravisseurs. C'est-à-dire, non seulement il a été confronté à l'horreur, mais on pourrait imaginer, on ne va pas dévoiler votre récit, parce qu'il y a une espèce de suspense. Non, s'il te plaît, il faut qu'il achète après. Alors, on va pas... On pourrait imaginer que lui-même, à un moment donné, il s'est trouvé très, très proche d'une violence active aussi. Voilà, je propose qu'on aille maintenant vers le prochain extrait de lecture aussi, de Monsieur Carré, qui va être un peu différent cette fois-ci. Il y a une autre dramaturgie. Gaston, toi, tu avais prévu un peu une première lecture, d'expliquer, et ensuite de changer un peu le temps. Alors, effectivement, Alain a choisi un grand extrait. Moi, j'en ai 7 ou 8, beaucoup plus courts. Et je vais les commenter au fur et à mesure, hein, pour que vous situez un petit peu où il se trouve par rapport à l'ensemble du récit. Alors là, le premier extrait, c'est une scène d'exécution. Alors elle est dure, on a eu des moments déjà très durs à l'instant avec le livre d'Alain, avec cet extrait d'Alain. Ce passage-là va être très rude aussi, il va être à la limite du sordide, c'est une scène d'exécution. Alors pourquoi cette scène ? Je me souviens que l'éditeur lui-même hésitait un petit peu, mais je me suis dit, on parle de djihad, on ne parle pas de délinquance juvénile. On entre là dans un univers où les jeunes gens européens se rendent en Syrie ou en Irak pour procéder à des décapitations. Et je me suis dit que cette horreur de la décapitation, à un moment donné du livre, il fallait la dire. Voilà. Et puis j'ai choisi cet extrait-là pour une autre raison aussi, puisque c'est la littérature finalement qui nous réunit ce soir. Je l'ai choisi pour sa valeur de comparaison par rapport à l'extrait d'Alain Bloutière. Parce que j'ai trouvé très remarquable que nous parlions finalement de la même chose, Alain et moi, mais d'une manière très, comme Madame Dumont l'a déjà signifié tout à l'heure, d'une façon très très différente. Alain est dans le romanesque, il touche à une forme de poétique, même à un moment donné, il y a des pages qui sont quasiment oniriques, et moi je suis dans quelque chose de beaucoup plus... Il est dans le non-dit, il est dans le non-explicite, de le suggérer. Moi au contraire, je suis dans la violence explicite. Donc deux approches très très différentes, deux styles très très différents, pour finalement un même propos. Un terrain vague, indéfinissable, entre désert et périphérie urbaine. Des hommes accourent, une foule s'assemble. On devine que quelque chose va advenir. Toujours quelque chose advient quand il y a foule, et rarement du bien. Arrive une auto, le véhicule s'arrête. 4 hommes en descendent. Un 5e est poussé à terre, mis à genoux. La foule se rapproche, et des hommes jeunes et vieux, des enfants aussi. Des enfants, et on sent que tous retiennent leur souffle. Les choses vont vite, étrangement vite. On attendait un rituel, des fulminations, des incantations, mais non. Un type enfile une cagoule, vérifie le tranchant de son sabre, cherche l'idéale position par rapport au condamné. Le bourreau doit trancher d'un coup, d'un seul. C'est son honneur et celui de son métier qui sont en jeu. Rien ne peut l'arrêter. Sauf un mot de la veuve, qui peut accorder le pardon, mais qui dans ce cas attendra jusqu'à l'instant où le bourreau va frapper, stoppant son geste en plein vol, alors que l'autre déjà suffoque, qu'il croit mourir. Et l'on imagine la contrariété du cagoulé, la violence qu'il doit se faire pour suspendre son geste qui était déjà déployé au plus haut de sa force de frappe, car il doit frapper fort, trancher d'un coup donc, d'un seul. Mais parce qu'on ne sait jamais, parce qu'une détente des muscles ou le diable peuvent interférer,
parce qu'une maladresse peut gâcher le travail, le bourreau porte à la ceinture l'objet qui me sidère, qui m'horrifie. L'objet qui va capter et concentrer sur lui tout l'insoutenable de cette scène. Une scie. Oui, une scie. Le type porte une petite scie pour le cas où la tête ne tomberait pas d'emblée, ne serait tranchée qu'à moitié, exigeant qu'on finisse l'homme à la découpe. Sur le fond, mon livre est la narration d'un père qui découvre que son fils est en route pour le djihad. Il ne comprend pas. C'est un fils. On n'est pas dans le modèle du jeune banlieusard que les médias colportent un petit peu trop volontiers actuellement. On a affaire à un jeune homme qui a 22 ans d'âge. Il a entamé des études de médecine et à un moment donné, il se retrouve sur la route du djihad. Et donc, ce père ne comprend pas. Comment est-ce que ce fils peut céder à cette tentation de la barbarie alors que lui, le père, sa vie durant, lui a enseigné à prôner, en tout cas, quelque chose qui était à l'opposé de la barbarie, à savoir la tolérance, l'acceptation de la différence, la pluralité. Voilà. Donc, il ne comprend pas d'où vient cette violence. Est-ce que cette violence... qu'est-ce qui passe du père au fils? Qu'est-ce qu'on peut retrouver éventuellement chez un fils qui ne soit pas chez le père? En fait, vous allez comprendre, c'est un souvenir d'enfance que le père restitue dans le fragment que Christophe va lire maintenant. Et c'est un fragment, c'est un souvenir qui va lui inspirer l'idée que peut-être, au fond, cette violence qui est à l'œuvre maintenant chez son fils, elle est peut-être présente chez lui aussi. Enfant, j'avais découvert un chat dans un fourré, sur un terrain vague dans le prolongement de notre jardin. Un chat mort. Pas squelette encore, mais décharné. La mort à l'œuvre déjà, mais la vie aussi, encore, dans son travail de décomposition. Énigme de la mémoire. Moi qui en ai peu, me souviens de ce cadavre, mais aussi de ce qu'il m'inspira, qui fut trouble. C'est pour cela peut-être que le souvenir m'en est resté, comme si la mémoire était plus accueillante pour l'ambigu, le non-dit, le difficile à dire. Difficile en effet. Une répulsion, mais une répulsion excédée, presque haineuse, une envie de donner un coup de talon, une estocade, de fracasser le crâne d'un coup de pied. Le chat mort n'avait pas remué en moi les fibres bienfaisantes de la pitié. Il a excité au contraire une région de l'âme, d'où une gargouille vient écraser une dépouille. J'aurais dû raconter ce souvenir à Bruno. Oui. Lui dire le hideux, l'odieux. Sans cesse nous mettons nos enfants en garde contre la violence du monde, sans jamais leur dire qu'elle est en nous, en eux. La violence en nous tous, peut-être, oui. Et pourtant, le père ne peut s'empêcher de se dire que ce fils qu'il croyait connaître, finalement, est un inconnu. D'où le passage suivant, où va apparaître un terme en langue allemande. C'est-à-dire, ce qui travaille le père tout au long de ce récit, c'est cette altérité, en tout cas qui suppose au départ, cette altérité supposée de son propre fils. Est-ce que mon fils est un monstre? Est-ce qu'il y a un rapport encore de consanguinité, pour ainsi dire, entre mon fils et moi-même? Et si nos fils n'avaient jamais été ceux que nous supposions? On se dit, c'est mon fils, c'est une part de moi. À 22 ans comme à 12, c'est un animal familier, en quelque sorte. Et en réalité, il a toujours été un autre, un corps étranger, unheimlich. Tu connais ce mot allemand? Le unheimlich, c'est tout ce qui n'est pas dans ta maison, l'étrange, tout ce qui fait peur. Mais ce unheimlich, en réalité, il est en toi. Le monde en est plein, de cette meurtrière familiarité
de ces gens ordinaires qui soudain tuent en écoutant Wagner, Marlène Dietrich ou un cantilène afghan. À partir de là, le père poursuit son interrogation. Il passe en revue, il essaie de comprendre cet univers djihadiste. Il passe en revue les lectures que son fils a pu avoir, les documents vidéo qu'il a pu consulter, ses grands référents, pour ainsi dire. Et parmi ces référents figure bien évidemment le 11 septembre new-yorkais, le 11 septembre 2001, qui constitue une espèce de référent fondateur pour la plupart des djihadistes. Et le père observe auprès de son fils, il revoit parfois les images ensemble à la télévision, il observe chez son fils le phénomène de la fascination que ces images du 11 septembre exercent auprès de Bruno, son fils. Bruno a vu et revu le film de cette journée noire. Moi aussi, dans une semblable fascination. Nous l'avons vu ensemble à la télévision lors de la 10e commémoration. Peu de mots furent échangés, mais je le sentais étrangement remué. Dans le regard de Bruno, plus tard, il y aurait une sorte de gratitude. Pas gratitude, non, le mot est abject. Un exaucement plutôt. Il m'avait dit un jour, il y a longtemps, qu'il rêvait de se réveiller un matin et de trouver tout changé. Quelque chose de vraiment nouveau, qui change tout, comme l'arrivée de Martiens ou la disparition du soleil. Le feu à Manhattan, l'Amérique effondrée était ce coup de dé qui changeait la donne. Et à chaque fois que nous reverrions le film de cette révolution, je verrais dans le regard de Bruno l'étonnement admiratif des enfants devant le tour du prestidigitateur. Confrontés à la magie, les enfants veulent être un peu sorciers eux aussi. Et après ce 11 septembre, des milliers d'enfants un peu malades ont rêvé, partout dans le monde, de ces thaumaturges qui ont jeté des avions contre des tours, qui ont commis le mal dans sa perfection, comme un chef-d'œuvre. On l'a déjà dit, le père constate que ce fils, en définitive, va vers quelque chose qui est aux antipodes de ce que lui-même a enseigné ou de ce que lui-même a prôné. Et il constate, par exemple, la fascination des djihadistes pour le martial, pour l'ordre militaire, pour la discipline militaire, pour l'espèce de jubilation qu'ils ont à défiler en groupe. Lui qui fait partie d'une génération qui se définissait comme pacifiste, qui a refusé le service militaire, il se découvre un fils qui, pour ainsi dire, marche au pas. Il y a toujours parmi les grands référents de la légende djihadiste, il y a la fameuse entrée dans Mossoul. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images de l'État islamique entrant dans la ville de Mossoul. Un défilé de belles voitures rutilantes blanches. Ils sont là, ils sont debout sur leur pick-up, ils font le salut militaire, et ils rentrent là, dans cette ville conquise, vraiment, véritablement comme une armée. Quelques documents vidéo ont consigné cette entrée triomphale. 5000 hommes, 300 véhicules, une interminable colonne de pick-up blancs. Il y a eu un deal sans doute avec les concessionnaires, conditions favorables pour acquisition en gros. Des haut-parleurs sont montés, crachetant la musique entendue en Afghanistan, ces chants, ces martiales mélopées. Sur le plateau des pick-up plastronnent les djihadistes voiles au vent, tout de noir vêtus. Noir sur blanc, pour la représentation d'un ordre nouveau, aux articulations tranchées. Certains sont debout, tel De Gaulle, entrant dans Paris libéré, d'autres aux manettes de mitrailleuses ou de lance-roquettes. Les habitants se massent sur leur parcours. Quelques-uns acclament, effrayés et subjugués. Ils applaudissent à tout hasard, d'instinct, devant cette nouvelle démonstration de force en ce pays qui a vu parader tant de guerriers, que les habitants se rallient aux plus bruyants pour être du bon côté, celui des plus forts. Et les plus forts aujourd'hui sont les combattants du califat.
Il y a quelque chose de grotesque et de terrifiant à la fois dans ce défilé dépenaillé, en basket et cagoule de ninja. On a parlé à l'instant d'horreur, à la fois d'horreur et de grotesque. Le père se demande s'il n'a pas vécu lui aussi une forme d'hybridation comme ça de l'horreur, de l'horrible et du grotesque. Il est journaliste. Il se trouve qu'il a une collègue de travail avec laquelle il discute régulièrement de ce phénomène djihadiste. La collègue en question a une formation de sociologue et à un moment donné, elle fait à son collègue Marc, puisqu'il s'appelle Marc, le père de Bruno, la remarque suivante. Mais oui, Marc, souviens-toi, ce concert qui bascule. 300 000 personnes qui du flower power tombent sous l'emprise du diable. Sympathy for the devil, ce rythme de samba. Ouh, 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 ouh. Puis les Hells Angels qui se mettent à cogner, les brutes à swastika. Puis ce jeune noir qu'on lynche, offrande aux Stones, sacrifice à 5 mètres de la scène. Puis écoute-les, les Stones. Gimme Shelter par exemple. Il y a dans le rythme de cette chanson une avancée de 1. De cavaliers cornus, l'avancée de sauvages en peau de bête, quelque chose de très ancien, de hordes hirsutes et hilarées d'hommes à dos de rhinocéros. D'Attila à l'État islamique, en passant par les fachos et les Stones, les hordes de l'histoire avancent au même pas. Et des corps comme des trompettes, des tambours comme des guitares, retentissent des appels au meurtre. Une bonne façon de terminer la lecture des extraits pour ce qui me concerne de ce livre qui finalement part du constat d'une divergence radicale, si j'ose dire, entre un père et un fils et qui aboutit en fin de compte au constat d'une profonde affinité. Voilà. Christophe ? Oui, c'est reprendre maintenant la parole du modérateur après qu'il y ait la modération. C'est pas toujours aussi évident que ça. Mais je crois qu'il y a quand même une question centrale que l'on peut poser aussi. C'est la question, qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous fascine vraiment au djihadisme? Quel est vraiment le détail, en fait? C'est l'extrême violence? Est-ce que c'est plus que ça? C'est la motivation qui se cache derrière la transformation en tant que telle? Commençons par vous, Monsieur Blotière. Bon, d'abord, j'ai été... évidemment, je connais ce texte, mais toujours très impressionné par les pages de Gaston, et qui touche vraiment le fondamental de la chose, c'est-à-dire le mal qui n'est pas seulement djihadiste, hein, qui est consubstantiel à la nature humaine et qui peut se manifester de plein de façons possibles. Alors, en revanche, il y a quand même il y a beaucoup de différences entre nos deux livres, mais il y en a une essentielle, évidemment, c'est que moi, mon personnage principal, il ne s'engage pas en tant que djihadiste par conviction ou par romantisme, comme ça peut aussi arriver, etc. Lui, il est enlevé, et c'est malgré lui, en se foutant complètement de l'islam, c'est pas du tout son sujet. C'est malgré lui qu'il est enrôlé et retourné. C'est-à-dire que mon personnage n'est pas un jeune djihadiste, c'est un enfant soldat. Donc c'est pas du tout le même phénomène, bien qu'il ait les mêmes aliments. Hein, c'est toujours ça peut être le djihadisme, mais ça peut être aussi. Il y a par exemple des sectes en Afrique très violentes, parfois même qui se revendiquent du christianisme, qui enlèvent des enfants pour leur faire commettre des atrocités. Donc, moi, mon sujet, c'était plutôt celui-là, celui des enfants soldats, et non pas spécialement du djihadisme, qui finalement apparaît d'une façon un peu accessoire dans mon livre. Ça aurait pu être tout à fait autre chose. Pourquoi avoir choisi justement le djihadisme maintenant? J'ai choisi le djihadisme parce que comme j'ai toujours un côté qui veut toujours être plausible, et le plus, malgré une forme qui peut paraître pas très réaliste, mais dans le fond, j'aime bien m'appuyer sur des choses réelles,
voire historique. Or là, je me suis inspiré d'un fait divers réel, qui était l'enlèvement de toute une famille catholique. C'est assez important ce sujet-là, parce que ce que je n'ai pas inventé, donc c'est toute une famille française catholique très pratiquante qui s'est fait enlever par une espèce de filiale de Boko Haram. Et donc j'ai voulu reprendre ce schéma-là. Voilà, il y avait un peu ce côté qui s'est avéré ensuite, c'est-à-dire que quand le chef, le père de famille... Alors après, j'ai tout inventé. Hein. Je n'ai gardé que le fait que c'est une famille catholique enlevée par des djihadistes. Après, le reste, l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, c'est de la pure invention, tout après de la fiction. Sauf le fait que, quand le père est revenu, on lui a demandé, parce qu'ils ont tous été libérés au bout de 2 mois. Je ne dis pas ce qui passe dans mon livre, mais enfin, il y a eu une fin plus ou moins heureuse pour cette famille. Quand il est revenu, qu'on lui a... Je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'il était passé à un journal télévisé de 20 heures, et on lui avait demandé comment il avait tenu. Il avait répondu par la prière. Et voilà, et j'ai repris ça aussi. Et c'est-à-dire qu'en fait, leur ravisseur les laissait prier, cette famille, et qu'ils priaient ensemble, chacun leur Dieu. Enfin non, le même. Enfin, oui, pour les musulmans, c'est le même Dieu, et pour les chrétiens aussi d'ailleurs, même s'il a d'autres prophètes. Donc ils priaient le même Dieu, de chacun de leur façon. Et voilà. Donc, mais bon, donc j'ai voulu reprendre ce schéma-là, mais ça aurait pu, si j'avais entendu un autre fait divers du même style, mais pas avec des djihadistes. Vous êtes quand même dans plein d'actualités, bien sûr. Je veux dire, il faut l'avouer aussi que vous touchez évidemment le nerf central en ce moment de tout ce qu'on peut lire et entendre et écouter. Il faut dire aussi que donc j'ai toujours dans cet esprit d'être un peu documenté. J'étais très impressionné, je me suis servi du témoignage d'un couple d'une 60aine d'années qui s'appelle les Larib et qui ont été enlevés avec tout un groupe d'employés de l'entreprise Areva au Mali à la même époque en 2013. Et eux aussi, ils ont été libérés. Et au retour, ils ont livré un témoignage absolument passionnant qui m'a beaucoup intrigué et que j'ai trouvé intéressant à développer dans un roman. Eux aussi, sont restés, je crois, 2 mois prisonniers. Et ils ont raconté des choses dont je me suis servi. Par exemple, que dans ce long laps de captivité, dans le désert, il y avait eu aussi de très beaux moments. Entre autres, parce que c'était le désert, parce qu'il y a les couchers de soleil, parce que le ciel étoilé, parce que l'homme du couple était géologue, donc il était fasciné par tout ce qu'il trouvait et tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que il était enlevé donc par tout un groupe humain de, je sais pas, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de djihadistes, et que parmi eux, de temps à autre, il y avait des signes de profonde humanité, voire de bonté, on peut dire, même. Pas toujours, pas tout le temps, mais que ça pouvait arriver. Et donc, dans les pires circonstances, dans le mal absolu, il peut y avoir, face à un groupe d'hommes, il peut aussi y avoir des moments qui sont l'inverse de ça. Et ces gens-là ont témoigné avec... j'ai trouvé que c'était un très très beau témoignage. Ils arrivaient là pour dire, attention, tout n'est pas si simple, le mal et le bien parfois se confondent, tout n'est pas... Il n'y a pas d'unité du mal ni du bien. Et ils rendaient hommage. Et en particulier, je me suis également servi de ça, ils avaient remarqué que parmi leurs ravisseurs, il y en avait des très jeunes, donc une chose que j'ai reprise dans mon livre, et qu'ils avaient une certaine compassion pour ces jeunes djihadistes de 14-15 ans, qu'ils considéraient comme des victimes.
Gaston, chez toi, la question de la violence est quand même assez centrale aussi. Ce djihadisme, tu l'avais dit aussi, c'est une violence qui est peut-être entre nous tous, que nous avons tous en nous aussi. Tu l'as formulé un peu comme ça. C'est ça qui est en fait unheimlich dans ta perspective? Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est tous dépositaires à la fois des pires et des meilleurs. Ce qui m'a séduit, tout à l'heure, je vais quand même vous poser la question de savoir si ce type de propos-là, si vous arrivez en tenant ce type de propos-là, d'être mal compris ou de susciter des réactions hostiles, non? Ça ne m'est jamais arrivé, mais non, ça ne m'est jamais arrivé. En tout cas, ce qui m'a séduit dans le livre d'Alain Blottière, c'est qu'effectivement, il parle d'horreur et en même temps, il parle de prière, de spiritualité. Ça, c'est merveilleux. Alors que le djihad a quand même suscité une littérature assez abondante. Déjà, généralement, c'est des essais, c'est des documents, et c'est généralement des schémas très manichéens. Là, on commence à toucher la complexité des choses. Hein. L'horreur est une forme de sublime. Hein? Tout en gardant bien à l'esprit que, globalement, ça reste l'horreur. Et je pense que la fin de mon livre en témoigne. Il peut y avoir comme ça des étincelles un peu qui démentent un peu le cliché, etc. Mais globalement, on est quand même dans le mal absolu. Globalement. Ok, il y a quand même quelque chose que je trouve assez fascinant aussi dans les deux livres, où vous avez pas mal de similitudes, c'est aussi cette transformation qui est plutôt imposée aussi, mais d'une différente manière. Et pour moi, il y a aussi cette quête d'une certaine forme de spiritualité chez Baptiste aussi, vous l'avez dit aussi lorsqu'il est dans sa grotte. Si vous pouviez nous expliquer un peu pourquoi cette quête, un jeune homme de 14 ans qui tout d'un coup se voit tout seul en plein désert dans une grotte et qui découvre ces dessins en fait qui sont millénaires en fait. Alors, ça m'est un peu difficile de l'expliquer parce que c'est quelque chose que je n'ai pas, comment dire, c'est pas après une réflexion, j'avais pas une thèse, j'avais pas, comment dire, c'est quelque chose qui m'est venu un peu comme ça, quoi. Voilà, et probablement parce que ça correspondait à quelque chose qui m'est personnel, et que ce petit Baptiste dans sa caverne, c'est difficile à dire ça, mais c'est un peu autobiographique, même si j'ai passé l'âge de 14 ans depuis un certain temps. Mais c'est peut-être quelque chose. Enfin, c'est quelque chose, moi, qui me fascine totalement. Mais c'est aussi une forme d'effacement total aussi de tout ce qui est du monde occidental aussi à partir de ce moment-là. Oui. Il dénie tout ce qui s'est passé avant. C'est ce moment de transformation qui est là et il essaye justement de trouver quelque chose de spirituel qui explique voilà, cela. Qui est avant, évidemment, le christianisme dans lequel il a été élevé, qui est avant toute modernité, qui le ramène à une humanité très au-delà de l'antique, quoi. Vraiment l'humanité primordiale, on peut dire quasiment, puisque ces gravures rupestres, c'est le néolithique, c'est même avant le néolithique parfois, c'est entre 10 000 et 100 000 ans de nous. Donc ça le ramène à une sorte d'origine, tout simplement, l'origine des groupes humains, avec une origine qui est impressionnante, parce qu'elle est aussi esthétique, elle est aussi artistique. Donc c'est assez fascinant. Et en plus avec ce mystère, parce qu'on ne sait pas très bien ce que signifiaient ces gravures rupestres, en fait. Alors lui, il s'invente, enfin il cherche un sens, il en trouve quelques-uns qui répondent à son angoisse, à sa peur, et qui viennent là un peu le protéger de l'autre versant de son aventure, qui est horrible. Voilà, mais je vous dis, c'est quelque chose
c'est quelque chose qui m'est personnel, très proche, très intime, que j'ai retrouvé chez certains écrivains qui m'ont fasciné aussi, autant que les gravures rupestres. Voilà, c'est cette espèce de quête d'une société, disons, préhumaine et en même temps magnifique, et qui nous, en quelque sorte, qui nous purifie de tout ce qui, depuis, nous a un peu corrompus, disons. C'est ce qui vous séduit chez Rimbaud, parce que je crois que vous avez préfacé et annoté les œuvres complètes de Rimbaud de la collection Bouquin. Oui. Donc, je crois que c'est un gros travail. Hein. Sinon, c'est un travail, mais c'est un travail que j'ai fait très jeune. Hein. J'avais 25, 26 ans quand j'ai fait ça. Je n'en suis pas, je ne renie rien, mais ça n'a pas été un si gros travail que ça, je dois le dire. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire ça, et il y avait déjà plein d'éditions de Rimbaud, avaient été déjà commentées par au moins 50 nobles professeurs, exégètes, et que j'ai fait une petite compilation de tout ça qu'on me demandait pour un livre de poche. C'est mais pas Rimbaud mais évidemment, mais Rimbaud a été quelque chose de évidemment fondamental pour moi dans ma jeunesse et maintenant, d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Et de mon premier roman, d'ailleurs, dans mon premier roman, Rimbaud, qui est un roman historique qui se passe vers 1880, et Rimbaud est un des personnages du roman qui se déroule dans l'actuel Djibouti, au moment où Rimbaud constituait sa caravane d'armes pour aller essayer de vendre ses armes au roi Ménélique d'Éthiopie. Et ça a été un fiasco total. Et donc il est resté 1 an dans un petit port de la mer Rouge, et où je suis allé juste avant d'écrire le livre, donc c'était en 1976. Il y avait très très longtemps, c'était encore français. Et je suis allé dans ce petit port de Tadjoura où Rimbaud, là on s'éloigne complètement du sujet, mais peu importe, où Rimbaud est resté quasiment 1 an pour attendre ses armes qu'il voulait convoyer au roi Ménélique. Donc, et puis bon, c'est vrai que Rimbaud a beaucoup compté dans ma formation, disons, intellectuelle, dans ma folle jeunesse, et que je pense y retourner à Rimbaud d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il est vrai, à la Plotière, pour reprendre l'interrogation récurrente d'une émission de télévision, de radio, je crois, est-ce qu'il est vrai qu'à un moment donné, vous vous êtes consacré à une chasse au trésor en Égypte? Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout en étant très rigolo. C'est vrai. Il se trouve que je connais assez bien l'Égypte occidentale, du désert, ce qu'on appelle le désert libyque, qui est un désert commun à l'Égypte et à la Libye, et que je connais très bien cette région pour y aller très souvent. En particulier une oasis égyptienne qui se trouve à 70 km à vol d'oiseau de la Libye, où je vais très souvent. Et en m'intéressant à l'histoire de cette oasis, je me suis aperçu qu'à partir de 1792, donc fin du XVIIIe siècle, pour un tas de raisons longues à expliquer, des voyageurs, et pendant un siècle quasiment, des voyageurs sont allés dans cette région rechercher une île au trésor. C'est-à-dire qu'en plein désert, il y a un lac, et sur ce lac, une île, et sur cette île, pensait-il, il y avait un trésor. Et ça a duré, ça, de 1792. Et le dernier qui a fait, qui est allé, genre, c'était vers 1850, je crois, qui avait encore l'espoir de trouver ce trésor dont on parlait, dont les légendes parlaient. Il y avait une rumeur à Alexandrie, en particulier, où on parlait de cet endroit extraordinaire. Et il se trouve que j'ai retrouvé cet endroit en faisant une enquête, puisqu'il dressait, tous ces gens, des cartes, et où cette île était indiquée. Bon, il fallait faire des petites corrections de longitude, latitude, etc. Et puis finalement, j'ai retrouvé cet endroit. Alors, ce qui est
Alors, ce qui est drôle dans cette affaire, bon, d'abord, c'est que je suis pas du tout genre aventurier, pas du tout. Hein, je suis totalement nul. Je suis en train de vous imaginer. Hein. Oui, alors c'était plutôt cocasse. J'avais un espèce de... Il fallait donc traverser un lac jusqu'à une île. Et donc, j'avais un bateau pneumatique de piscine, quasiment, pour faire ça, avec des rames qui se sont cassées en route. Enfin, bon, on a quand même commencé dans la spiritualité, hein, remarquez. Mais quand même, il y a un côté très spirituel. Et alors, ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que tous ces voyageurs qui ont écrit cette recherche de trésors, chacun pour une raison différente, n'a pas réussi à aborder l'île. Personne. Et donc, je suis le seul. Et le premier, et probablement le dernier, parce que maintenant, aller dans cet endroit en Libye, je ne vous recommande pas trop. Donc voilà, donc j'ai pu mettre le pied sur cette île. Et alors, il faut lire mon livre pour voir ce que j'ai trouvé. Revenons quand même à nos moutons. Peut-être pour le livre pour lequel on s'est réunis ici. Oui, Gaston, venons-en peut-être à toi. Il y a une scène aussi assez importante, je crois, que tu décris aussi lorsque tu parles aussi du mépris des bouquins. C'est un moment aussi assez important que tu cites les ultras de Mea Charim, quartier donc de Jérusalem, et tous ces bouquins posent des questions inutiles et pourrissent l'esprit. Ah oui, il faut changer, tourner la page. Qu'est-ce qu'il dit l'extrait, pardon? Tous ces bouquins posent des questions inutiles et pourrissent l'esprit. C'est page 21 de ton livre. Et ça, c'est le fils qui parle, je suppose. C'est le fils qui parle. Ouais, ok, merci. Remarquez d'abord que dans le cas, dans le livre d'Alain, comme dans le mien, ce processus qui se met en œuvre chez les fils passe par ce qu'on appellerait en psychanalyse un meurtre du père. Meurtre symbolique, évidemment, chez Alain, à travers cette scène d'humiliation qui est terrible, qui est vraiment terrible. C'est vraiment, je crois que vous employez le terme, il est déchu au regard de son fils. Après cette scène où le père il y a eu un simulacre, vous vous souvenez de la scène, vous vous souvenez de la lecture, il y a eu simulacre d'exécution. Le père a eu très très peur, et puis voilà, il y a eu un moment qui a été pénible pour lui et qui a été plus pénible encore pour le fils, de la représentation qui se faisait de son père. Voilà, et le même processus d'une certaine façon est à l'œuvre chez Bruno, le fils de Marc. Ce n'est que lui, chez lui, ça passe par une espèce de reniement de tout ce que le père a lu, a cité, a prôné, a écouté. Il y a une scène où il parle de musique. Il retrouve, le fils fouille de la discographie du père et il trouve un truc qu'on a tous écouté en boucle, enfin, notre génération à une certaine époque, c'est la musique des Yes, et en particulier le fameux triple Yes. Le fils écoute ça et il est consterné et il demande au père, mais tu as vraiment écouté ce truc-là en boucle? Voilà, ce n'est qu'un exemple, évidemment, mais il s'étonne et, in fine, il délivre tout ce que le père a vécu, a prôné, a pratiqué. Voilà. Et donc, pour ce qui est du livre et de la culture de façon générale, il y a là aussi une réfutation radicale de la part du fils, à un moment donné, de tout ce qui est écrit et qui, comme il le dit, pourrit l'esprit. Pour dire à quel point le fils, à un moment donné, se démarque du père, jusqu'à renier l'écrit même, le principe du livre. Continuons dans cette direction, justement, c'est-à-dire il y a aussi un point de convergence entre les deux livres, c'est celui de l'utilisation de la drogue, justement, qui est un peu différente, évidemment, dans les deux cas, mais cette consommation de la drogue par les djihadistes et l'emploi aussi de le donner à Baptiste joue un rôle quand même assez important aussi, si vous pouviez le décrire. Oui, c'est même très, très, très important, puisqu'il commet des choses, s'il les commet, c'est probablement parce qu'il est sous l'emprise de ces pilules
Oui, que les ravisseurs appellent les pilules de courage ou les pilules de bonheur, et qui sont, on en parlait avec Gaston, qui sont donc avérées. Il y en a beaucoup de témoignages là-dessus. C'est tout simplement du Captagon, ça s'appelle chez nous dans les pharmacies. Ça aussi, c'était remarquable. C'est moi ça? Non. C'était remarquable pour moi aussi, pardon, de constater qu'il faisait allusion à ce qu'il appelle les pilules. Alors, encore une fois, là, on voit bien à quel point lui, il est dans le romanesque. Moi, je suis dans quelque chose de plus explicite. Hein. Il parle des pilules du bonheur, des pilules du courage. Et en fait, on parle d'un produit qui s'appelle Captagon. Et c'est une amphétamine. C'est une amphétamine, mais plus que cela, Abitsa m'a expliqué ça. Je lui ai posé la question parce qu'il semblerait que l'usage de ce produit soit très, très répandu chez les djihadistes. C'est un désinhibiteur. C'est-à-dire, c'est une molécule qui pousse l'usager à faire des choses qu'il ne ferait pas dans un état normal. Et il semblerait que les djihadistes consomment ce machin-là en masse. Et j'ai été étonné de voir qu'il faisait allusion, lui aussi, dans son livre, à cette drogue. Ouais. Ben, il y a une ressemblance ici des drogues d'avoir consommé aujourd'hui et les drogues qu'il consommait peut-être dans les années 70. Le père aussi, il comprend un tout petit peu dans ton livre. Ah bah, toutes les différences qui peuvent opposer ce père et ce fils, on pourrait les métaphoriser à travers cette différenciation de l'usage des drogues, effectivement, à l'époque de la génération de son père et à l'époque actuelle. Le père est d'une génération où l'usage de drogue se faisait dans une visée on cherchait à élargir les portes de la perception, comme disait Huxley. Hein. Les jeunes djihadistes, le jeune contemporain, c'est exactement le contraire qu'on observe. On les rétrécit, les portes de la perception. Hein. On les rétrécit dans le sens de cette obsession radicale. Voilà. Ok. Monsieur Blautaire, vous avez écrit donc différents livres aussi. Ce qui serait peut-être intéressant aussi à voir, de dépasser un peu le livre que nous avons ici. Y a-t-il une sorte de livre, de fil rouge aussi entre vos différents livres que vous avez écrits, que l'on peut retrouver? Le lac dont vous avez parlé, par exemple, se retrouve aussi dans le lac, dans le désert, dans le livre aussi en question. Donc, forcément, parce que je me suis beaucoup inspiré des paysages que je connais de ce désert pour écrire ce livre. Donc, naturellement, on retrouve les mêmes paysages. Enfin, c'est une région que je connais un peu, que j'ai abondamment visitée. J'ai même pénétré à pied en Libye. Enfin, là, bon, ce serait des histoires, je pourrais raconter longtemps, mais... le fil rouge, y a-t-il un fil rouge entre vos différentes œuvres? Entre ces deux-là, il y a ça. Il y a le paysage du désert libyque, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans mes précédents livres. Néanmoins, on peut trouver... Enfin, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a, en tout cas dans mes 3 derniers livres, il y a quelque chose comme toujours... c'est pas toujours un enfant soldat, mais c'est toujours quand même... Il y a l'adolescence confrontée à une certaine violence qu'on lui impose. Et ça, c'est depuis 3 livres. Alors, pourquoi ça me tombait sur la tête, je sais pas. Mais l'antépénultième livre, c'était un jeune résistant qui a été fusillé par les Allemands à l'âge de 19 ans, qui était un immigré hongrois installé en France. Et donc, un immigré qui est mort pour la France, ça m'intéressait. Et donc... Et ça, c'est un livre assez historique. Hein. J'ai fait une longue enquête sur ce personnage qui a réellement existé. Et puis, celui d'avant, c'était la confrontation encore avec 2 adolescents à peu près de cet âge, dont l'un, c'est pour ça que c'est un peu un fil rouge, lui est confronté c'est donc un adolescent du Caire, d'un quartier déshérité du Caire, que je connais un peu.
et qui, lui, est confronté à la violence de la misère sociale, la misère tout court. Et voilà, alors est-ce que ça va durer, cette manière ou cette phase? J'en sais rien. Je ne sais pas très bien encore ce que je vais écrire, mais voilà, il y a un fil rouge là, au moins pour ces 3 derniers livres. Très bien, mais expliquez-nous aussi un tout petit peu, je crois que ce qui est intéressant de savoir, c'est comment vous écrivez. C'est-à-dire, je sais qu'il faut être toujours dans une certaine humeur lorsqu'on veut écrire, et j'ai lu quelque part que vous écriviez couché aussi. Est-ce vrai? Oui. Enfin, Comment vous faites? Je ne suis pas en position totalement horizontale, c'est un peu difficile, mais je suis à moitié allongé, disons. Vous savez, avec les ordinateurs portables, maintenant, on peut prendre les positions qu'on veut. Et moi, j'ai toujours aimé travailler sur mon lit. Depuis que je suis enfant, adolescent, j'ai toujours détesté les bureaux, tout ça. Donc, j'arrive sur mon lit, j'éparpille mes trucs autour de moi, et je me vautre. Hein, c'est pas que je m'allonge, c'est que je me vautre sur des coussins. Voilà, j'aime le confort. On a essayé des catégories conceptuelles très fines là, pour essayer de différencier les différents types d'écrivains. En fait, il y a ceux qui écrivent couchés, il y a ceux qui écrivent en marchant. Gaston, quel est ton truc? Écrivent en fumant, comme moi. Quel est ton truc? Il y a des grands écrivains qui écrivaient debout, hein, avec un lutrin. Il y en a qui écrivent en gueulant. Ça, c'est Flaubert, je crois. Derrière son écritoire, il gueulait, comme il dit, il gueulait son texte. Et toi, tu fais comment? Et toi, comment tu fais? Moi, comme je disais à l'instant, en fumant, en marchant, en fumant. Je plaisante, évidemment. En marchant, je dirais. Pour mettre le processus en marche, je dirais, j'ai besoin de marcher. Et après, je me pose pour écrire. Mais je ne pourrais pas travailler à coucher. Je ne pourrais pas. Je ne serais pas productif. Tes livres, Retour en Barbarie, l'autre c'était, après avoir écrit Retour à Jajouka, cette obsession justement du retour, c'est quoi? Ah, écoute, tu ne me croiras pas si je te dis que lorsque j'ai déposé ce projet de livre, Retour en Barbarie, j'avais oublié que j'en avais écrit un autre qui s'appelait Retour à Jajouka. Alors, évidemment, il n'y a pas de hasard. Voilà, et à cette obsession du retour, je crois qu'on est tous constamment sur le retour vers quelque chose. Hein. C'est de misère. Oui. Et constamment, c'est la quête de toute forme de littérature. Hein. C'est la recherche du temps perdu. C'est Proust. Hein. Le retour sur soi, le retour sur le passé pour voir si on y est. Voilà, je crois que c'est le... J'essaie de définir sur une note un tout petit peu plus sérieuse. La question que je me pose, est-ce que d'un bout à l'autre du parcours d'un homme, il y a ce qu'on pourrait appeler une cohérence? Est-ce qu'on reste semblable à soi-même d'un âge à l'autre? Voilà, on a parlé à peu près 3/4 d'heure. Je crois que s'il est temps un peu d'ouvrir le débat vers le public, peut-être l'un ou l'autre d'entre vous a une question à poser maintenant à nos 2 auteurs ici. Vous n'avez pas évoqué du tout la question du syndrome de Stockholm, et ça semble être un des thèmes principaux aussi, notamment chez vous, Alain Blottière, mais également sans doute chez vous, Gaston Carré, d'une manière différente, puisque l'une n'est pas voulue tandis que l'autre est désirée. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu développer là-dessus? Merci. Dans mon livre, le syndrome de Stockholm, évidemment tout le monde ici sait ce que c'est, le syndrome de Stockholm, il est évoqué en termes d'hypothèse par l'interrogateur qui fait le débriefing du garçon. Voilà, c'est une hypothèse, mais la question se pose évidemment. Pour qu'il y ait un syndrome de Stockholm, il faut que le ravisseur éprouve, pour une raison ou pour une autre, pas une sympathie pour la personne son ravisseur, merci Gaston, pas forcément de la sympathie, mais au moins, la sympathie vient en deuxième étape. La première, c'est que le ravisseur peut convaincre l'enlevé du bien fondé de sa cause. C'est ça. Or, c'est pas du tout le cas de Baptiste.
il peut être retourné, parce qu'il en a l'âge, il peut trouver dans cette initiation guerrière qu'on lui impose quelque chose qui peut satisfaire chez lui un besoin de devenir un homme, par exemple. Mais il n'a aucune sympathie pour la cause des djihadistes. Et franchement, très souvent, il les déteste, il le dit, enfin il le pense. Donc, c'est assez nuancé. Dans mon livre, c'est assez nuancé. C'est une hypothèse que pose le psychologue ou le flic psychologue qui l'interroge, mais c'est pas du tout clair. Est-ce que le syndrome de Stockholm en lui-même, je pense pas qu'il puisse être évoqué, comme dans le cas des enfants soldats qui sont retournés. Il n'y a pas vraiment de syndrome de Stockholm. Ils sont retournés. Il y a plein de choses il y a plein de facteurs psychologiques, etc., qui font qu'ils peuvent commettre des actes horribles. Mais syndrome de Stockholm, c'est pas exactement ça, en fait, dans le cas de mon livre. J'avais posé à Alain Blotière la question que vous venez de lui poser lors d'une interview. Et à la fin, il m'avait dit cette chose extraordinaire. Vous savez, moi, je ne sais pas tout de mes personnages. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, je décris une situation. Maintenant, je n'ai pas ni l'envie ni la prétention de tout maîtriser de la psychologie des personnages. Est-ce que vous savez, Alain, jusqu'où ce gamin, au terme de ce processus de retournement, comme vous dites, jusqu'où il est capable d'aller? Donc on le lit, jusqu'où il est capable d'aller. Maintenant, ma fin reste ouverte, c'est-à-dire que la personne qui l'interroge, une fois qu'il a été libéré, qu'il est apparemment le seul qu'on a libéré, on ne sait pas s'il est le seul survivant ou pas pendant tout le long du livre, mais en tout cas c'est le seul qu'on a libéré, et on sait jusqu'où il peut aller, mais on ne sait pas ce qui va lui arriver par la suite. C'est-à-dire là, il est revenu en France et tout reste ouvert pour son avenir. Peut-être qu'il est définitivement retourné. Tout reste ouvert, et c'est précisément ce qui en fait un grand roman. Ceci dit, est-ce qu'on peut évoquer le regard de Louis? Vous voyez à quoi je fais? Oui, très bien. C'est-à-dire que donc il y a donc au début du livre, enfin au présent du livre, on va dire, ce garçon, il est interrogé, puisque c'est le seul qui est revenu de toute la famille, c'est le seul qu'on a retrouvé vivant, voilà. Et donc il est interrogé, donc comme il arrive à chaque otage qui est libéré, il est interrogé donc par un flic psychologue, disons. Et cet homme le trouve dans un état de stress post-traumatique qui fait que cet état-là fait qu'on devient amnésique, partiellement amnésique en tout cas. C'est-à-dire qu'on oublie le traumatisme essentiel, quoi. On l'évacue. On l'évacue tout simplement par survie, quasiment. Sinon, on deviendrait cinglé. Mais petit à petit, la mémoire revient. Elle revient par bribes, etc. Et elle revient, là, dans ce livre, effectivement, par ce retour d'une image qu'il a, qui est le regard terrorisé que son petit frère Louis, qu'il aime beaucoup et réciproquement, ce regard terrorisé que cet enfant de 10 ans porte sur lui, qui revient donc, voilà, et qui revient de plus en plus intensément à mesure que la mémoire lui revient. Je frémis au
Micro. Gaston, le micro. Qu'est-ce que Baptiste, qui entre-temps est devenu Yumai, a vu dans le regard terrorisé de son petit frère? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Évidemment, il ne faut pas répondre. Vous ne le savez pas. De toute façon, vous ne le savez pas. Non, je ne le sais pas. D'abord, il émet, comme il voit ce regard, mais il ne le comprend pas, donc il émet des hypothèses. Et je crois que la première hypothèse, c'est que son petit frère, dans la mesure où il n'est plus Baptiste, il a été retourné, il est maintenant Yumai, le nom de guerrier que lui ont donné ses ravisseurs. Il voit Yumai, il ne reconnaît plus son frère, quoi. C'est la première hypothèse que Baptiste Yumai émet quand il se souvient de ce regard. Voilà, il est 20h30, presque. Nous sommes arrivés à la fin, en fait, de cette manifestation. Peut-être encore une dernière question aussi pour ouvrir aussi, ou pour être curieux vers pour ce que vous allez pondre en quelque sorte à l'avenir. Une question quand même. Vous avez aussi une fois écrit Sciemment en 98, et vous aviez dit à l'époque que c'était votre dernier livre. Mais en fait, vous en avez écrit bien d'autres aussi. Je suppose que jamais vous allez arrêter d'écrire. Je ne sais pas du tout ce que l'avenir va me réserver, mais je ne pense pas que je vais arrêter d'écrire. Non, je ne pense pas. Donc, c'est vrai que... Mais attention, quand j'ai dit que j'arrêtais d'écrire après la parution de ce roman, c'était d'écrire des romans. Enfin, je crois bien, hein, si ma mémoire est bonne. J'avais dit, oui, c'était mon dernier roman, parce que je ne sais pas, c'était peut-être le 5e, ou... mais voilà, j'avais plus tellement envie d'écrire de romans, mais du coup, j'ai écrit plein d'autres choses. Enfin, j'ai écrit des récits de voyage, j'ai écrit des essais, surtout sur l'Égypte, d'ailleurs, où je vais toujours très souvent. Mais pas de projet concret de roman maintenant en gestation? Alors si, il y a une petite graine là qui vient d'arriver, mais je ne sais pas du tout si elle va germer pour l'instant. Donc surprise. Surprise. Enfin, j'espère que ça va marcher parce que pour l'instant j'ai pas. Parce que je dois dire que ce livre est quand même. Je m'en suis aperçu après l'avoir terminé, mais il a une certaine force. C'est si je comprends bien tout ce qu'on me dit en le lisant. C'est-à-dire qu'il laisse un peu dans un état un peu d'effarement. Et donc c'est un livre fort, quoi. Alors faire aussi fort après, c'est pas simple. C'est pas simple, oui. En effet. Gaston, et chez toi, quelque chose, tu planifies de nouveau un retour vers quelque part? Pas de projet bien défini pour le moment, mais moi non plus, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'au moment de la retraite, j'écrirai quelque chose qui pourrait s'appeler Retour chez Saint-Paul, par exemple.